Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. On vous attendait avec impatience à Radio Légumes et compagnie avec Bertrand Dumont. Et Janine Ross. Très plaisir de vous retrouver. On a un sujet aujourd'hui qui est peut-être plus technique, mécanique, j'arrive pas à dire, mais avec les sécheresses et les manques d'eau qui surgissent de plus en plus sur cette planète, je pense que ça vaut la peine de faire une bonne émission là-dessus. Oui. C'est quoi, Bertrand? Alors, c'est un sujet très, pas controversé, mais je vois beaucoup passer d'informations sur l'Internet, là, sur le Facebook là, et compagnie. Là. Il y a beaucoup de confusion. OK? Et le titre de l'émission, c'est « Un bon paillis est uniquement organique ». Seulement. Seulement. Sans exception. Et on va donc parler de paillis et de techniques de paillage, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est uniquement organique. Alors, uniquement organique, on commence. Tu nous inities? Alors, il y a une confusion sur le terme paillis. On dit souvent que le paillis est organique, minéral ou synthétique. C'est faux. Un bon paillis est vraiment uniquement organique. Le malentendu vient de l'utilisation, et bien sûr toujours aux autres, en particulièrement en France, du mot mulch, qui en anglais regroupe tous les recouvrements décoratifs. OK. Tous les Eux autres, les Anglais, ont mis mulch pour toutes. Mais nous, mais même, c'est-à-dire même les produits synthétiques, ils les appellent comme ça. C'est ça. Même les produits synthétiques, là, c'est du mulch. Donc, les Français ont dit, c'est du mulch, c'est du paillis, c'est la même chose. Non, du paillis puis du mulch, pas la même chose. OK? Parce que les Anglais mettent tout. Nous, le paillis, c'est une définition différente. OK. Alors, définition, allons-y. Comment bien cerner le sujet? Alors, ma définition préférée, une technique qui consiste à étendre sur le sol un matériau organique qui va, à plus ou moins long terme, se décomposer. Donc, quand il est minéral ou synthétique, il ne se décompose pas. Le littré, qui a été écrit au 19e siècle, ça, c'est un dictionnaire. Au 20e siècle, un dictionnaire, dit « C'est une couche de litière courte ou de fumier non décomposé, épaisse de 1 à 2 doigts, que l'on étend sur les plantes du jardin avant ou après les avoir plantées. » Donc, on voit bien que c'est une couche de litière ou de fumier non décomposé. Non composté, à l'époque, c'était non composté. Là, oui. Mais aujourd'hui, on fait différemment. Puis l'étymologie nous parle. Donc, la source. Paillis vient de paille. Donc, c'est paille plus le suffixe age qui signifie paillage, passer à l'action de mettre du paillis. OK? Mettre de la paille. Donc, paillis vient de paille. Donc, un paillis est, je le répète, uniquement organique. Est-ce qu'on va s'en souvenir, les amis, après? Oui. J'espère que tout le monde va s'en souvenir. OK, bon, alors, on va aller positivement. Quels sont les avantages des paillis? Alors, globalement, les avantages des paillis, c'est de protéger le sol contre l'érosion, le lessivage des éléments nutritifs et la lixiviation. Ça, c'est quand ça se décompose. Ça se décompose, les liquides de décomposition. OK. Prévenir la battance. La battance, c'est quand un sol argileux est rempli d'eau, puis que là, il ne peut plus l'absorber, il bat ce qu'on appelle, il devient comme un glacis, puis l'eau coule dessus, pour éviter le tassement puis la compaction. On sait que c'est deux de nos ennemis au potager. Améliorer la porosité du sol, ce qui facilite l'infiltration des excès d'eau.
éviter la stérilisation des premiers centimètres du sol par les rayons du soleil. Ça, c'est la première fois que j'entends Oui. à ce point. Et quand on dit ça brûle, Ça brûle, ben donc c'est ça ça. stérilise. Ça stérilise quand il fait très chaud, puis avec les changements climatiques, il fait de plus en plus chaud. Oui. Puis le soleil frappe sur le dessus du sol. OK? Il y a une petite couche très mince qui devient stérile. On assure la stabilité du taux d'humidité, puis on retient l'eau du sol en été grâce à l'humus et dans certains cas la présence du mycélium. Donc, quand on met du paillis organique, on retient l'humus, on crée de l'humus et on augmente la présence du mycélium qui retient l'humidité. On apporte de la matière organique au sol et donc de la vie au sol. On améliore la vie du sol en abritant, en nourrissant les micro-organismes qui y vivent. Oubliez le minéral, oubliez le synthétique, ça marche pas, là. Ça n'abrite pas, ne nourrit pas les micro-organismes. Tout à fait, oui. Okay? Oui. Fournissent des éléments nutritifs lors de leur décomposition. Et là, ça va être différent, dépendant, on va revenir sur les types de paillis, du type de paillis. Ça régularise la température. OK, donc il y a moins de changements de température sous ton paillis. Sous ton paillis, c'est OK, ça. Mais oui. je vais y revenir parce que c'est un petit inconvénient dans certains cas. Ça diminue l'évaporation, ce qui est favorable aux micro-organismes du sol, à la faune et à la flore, qui préfèrent des sols plutôt humides. Donc là, on voit encore la vie du sol. Modifie le pH et augmente la capacité d'échange, d'échange des cations par le stockage de l'humus et de la lignine à long terme. Donc, c'est encore un effet bénéfique. L'apport de matière organique va modifier et augmente le stockage de la lignine. Donc, ça va même établir un pH qui est toujours autour de 6,7, entre 6,5 et 7,2, là, à peu près. Et c'est quoi la lignine? La lignine, c'est le bois. Okay? Ouais. La lignine, c'est le deuxième plus gros élément après le carbone dans le monde. C'est ce qui compose le bois des arbres, là. Okay. La lignine. Non, c'est la cellulose, excuse-moi. Là. C'est la deuxième, c'est la cellulose. La lignine, je pense que c'est le troisième, quatrième. Donc, ça structure une écorce, ça structure le bois. Oui, ça structure le bois, c'est ça. Okay, c'est un bois ligneux, c'est un bois qui contient la lignine. Parfait. OK. Les éclaboussures sur les feuillages des plantes lors des pluies, ce qui réduit les risques de contamination par les maladies. Mais ça, tu l'as vérifié avec les tomates en particulier. Oui, raconte ça. En particulier, les tomates, j'ai fait l'essai entre pas de paillis et des paillis. Vous mettez du paillis et vous n'avez pas de maladie sur les feuilles basses des tomates. Vous mettez pas de paillis, vous avez des maladies. Vous mettez du paillis, vous n'avez pas de maladie. Parce que les éclaboussures, elles sont dans le sol, elles vont éclabousser. Et donc, là, les maladies vont tomber. C'est comme ça qu'elles montent. Elles se font aider pour monter sur les feuilles, mais là, s'il y a un paillis, ça ne le fait pas. Parce qu'avec les gouttes d'eau qui sont par la pluie propulsées sur le plan, c'est ça. Ça transporte des champignons, ça transporte toutes sortes de choses. Et finalement, ça réduit la présence des herbes spontanées. Ce qui n'est pas inintéressant. OK, les inconvénients maintenant des paillis. Je vais revenir. Ça réduit la présence. Ça ne les enlève pas complètement. Il arrive que certaines plantes se faufilent entre le paillis. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus zéro herbe spontanée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'herbes spontanées qui sont beaucoup plus faciles à contrôler. Voilà. Si on veut les contrôler. Oui, merci. OK. Et puis, les inconvénients des paillis. Alors, ils vont varier selon le type de paillis. Ils ne sont pas adaptés au semi-direct, OK? Parce qu'il faut enlever temporairement le matériau puis le remettre en place pour préparer le sol. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Ils ne sont pas adaptés à l'utilisation d'engrais granulaires ou en poudre. Okay? Donc, ça va demander plus de travail pour les engrais liquides, ce n'est pas un problème. Mais si vous mettez un engrais en poudre, il faut retirer votre paillis, mettre votre poudre ou vos granules sur le sol puis remettre votre paillis. C'est ça. Donc, c'est un peu plus de travail. OK. Donc, tu ouvres ton paillage. Là. C'est ça, il faut l'ouvrir. Il y a un ralentissement ça ralentit les réchauffements du sol au printemps. Bon, et on a besoin de chaleur en pays nordique. C'est pour ça que je dis, ça augmente la chaleur, ça entretient la chaleur, mais c'est moins chaud au printemps parce que le sol n'est pas directement au soleil. OK? Donc, ça peut être un problème. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tout simplement, tu le tasses? Ou tu veux, tout simplement, pour que la de toute terre façon, se moi, réchauffe. j'enlève mon paillis de l'année précédente, OK?
je le mets de côté, je fais mon aménagement, puis je le remets par-dessus et j'en rajoute. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, au premier rayon de soleil, C'est au printemps, ta terre va se réchauffer. C'est ça, mais c'est un petit travail de supplément. C'est le petit inconvénient que c'est un petit travail supplémentaire. Non, prends ça comme flatter la terre. Non, mais moi, je prends ça comme flatter la terre, mais il y a certains qui prennent ça comme plus. Oui. Ça attire parfois les limaces et les rongeurs dans certains cas. Et puis, s'il y a une mauvaise décomposition des paillis, là, ça peut entraîner des problèmes. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, propose Bionic Algues Marines. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Algues Marines stimule les mécanismes de défense naturelle des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier lors de la transplantation. Bionic Algues Marines, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, de quoi les paillis ont besoin pour bien se décomposer? Parce que ça finit par se mêler à la terre avec le sol, là, avec le temps. Organique. Tu fais bien de le rappeler. Vous allez dire que j'ai un toc, mais oui, j'ai un toc sur le paillis, effectivement. Alors, ça a besoin d'air, ça a besoin d'eau, ça a besoin de carbone, ça a besoin d'azote, puis ça a besoin d'organismes du sol. Ça a besoin de tout ça. OK. Donc, c'est un cycle de vie. Ça s'est embarqué dans un cycle de vie. C'est la matière organique, ça se décompose, donc ça prend de l'eau, de l'air, des organismes qui vont dégrader le carbone et l'azote, mais ça prend du carbone et de l'azote. Parce que tu parlais tantôt, des paillis synthétiques. Il faut que tu les enlèves de toute façon au printemps. Il y en a, oui, c'est ça. Ça ne se décompose pas. Il y a plein d'inconvénients. Tu restes avec des résidus synthétiques à un moment donné dans le sol. À la fin, oui, puis tu ne sais pas trop quoi en faire, là. C'est ça ne se recycle pas. Là, on va mettre une chose au clair. Je comprends pour les maraîchers qui l'utilisent. Oui. Parce que c'est une question de main-d'œuvre, c'est une question de coût, c'est une question de survie. Là, je parle dans un potager d'amateur, c'est autre chose, là, tu sais. À moins qu'on ait un potager immense de 200 pieds par 200 pieds, c'est une autre histoire. Mais si vous avez un petit potager, c'est pas vraiment... Le paillis est beaucoup plus intéressant en termes de culture. Maintenant, Bertrand, on aborde un volet... Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aient entendu parler de ça, la fin d'azote. Fin, F-A-I-N-G. On l'appelle aussi le vol d'azote. Le vol d'azote. OK. C'est un phénomène naturel. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment... On peut le contrôler un peu, mais pas tant que ça. Ce qui se passe, c'est que durant la première étape de dégradation de la matière organique, tout l'azote est momentanément mobilisé. Okay? Au début, là. Au début. Donc, c'est-à-dire qu'il va mobiliser celui qui est dans le paillis et celui qui est dans le sol. Pourquoi? Parce que l'azote est transformé en ammoniac, puis en acide citrique, puis en nitrite, puis en nitrate à l'aide de bactéries, afin de rendre tout ça disponible pour la plante. Avant, ça ne l'est pas. L'azote, sous forme d'ammoniac, n'est pas assimilable par la plante. Il faut qu'elle devienne nitrate. Donc, toute cette transformation-là se fait à un moment précis, ce qu'on appelle la fin d'azote. Et là, on peut se retrouver avec des problèmes si on n'a pas anticipé la fin d'azote, parce que ça s'anticipe la fin d'azote. C'est-à-dire la fin de sa décomposition? Non, c'est-à-dire que la fin du processus, quand on est passé ammoniac, acide nitrique, nitrite, nitrate, là, à ce moment-là, l'azote devient disponible. Il n'y a plus de fin d'azote. Ça peut durer quelques semaines, là, quelques jours à quelques semaines, dépendant du matériau. C'est-à-dire que l'azote est assimilable par les plantes. Rendu là, il devient assimilable. Mais pendant cette période-là, il y a un vide d'azote. Et c'est ça que vous qualifiez de la fin ou vol d'azote. Parce que là, les plantes ont faim de l'azote. Parce que c'est en début de saison, souvent que ça se produit quand on met le paillis en début de saison. Et là, elles ont besoin de ça et elles ne l'ont pas parce qu'on leur vole l'azote. C'est pour ça qu'on appelle le vol d'azote. Alors, les paillis
qui provoquent la faim d'azote sont lesquels? Sont surtout ceux dont le rapport C sur N est très élevé. Je vais revenir sur... Carbone sur azote. N, c'est azote, OK. OK. Trop de carbone par rapport à l'azote, c'est donc ces matières dites brunes. Les matières dites brunes vont provoquer des fins d'azote plus importantes. Puis, les matières vertes aussi, d'une certaine manière, mais les matières vertes, ça va être très, très court, la fin d'azote. Ça va se faire très, très rapidement, alors que les matières brunes, ça va être plus long. OK. Alors, où se fait sentir, où tu t'aperçois qu'il y a une fin d'azote? Combien de temps ça dure? C'est au contact du sol et du paillis, donc dans la partie supérieure du sol. Rappelons qu'à ce moment-là, les racines sont dans la partie supérieure du sol. Elle peut durer de quelques semaines à quelques mois, quelques semaines pour les plus azotés, quelques mois pour les matières brunes. Puis elle est plus longue dans les sols sableux et mal structurés. Donc si vous cultivez un sol sableux et mal structuré, la fin d'azote va durer plus longtemps. Ça va prendre plus de temps avant que ça se Plus de décompose. temps, oui, parce que c'est plus lent, parce qu'il y a moins d'azote dans le sol avec un sol sablonneux, là, donc c'est plus compliqué. Donc, une période où les plantes peuvent pas assimiler l'azote, il n'y en a pas. C'est ça. C'est dans le processus. C'est ça, c'est dans le processus. C'est-à-dire que la plante ne va pas mourir, là, mais elle va être moins, elle va être moins intéressante, elle va être moins vivante. Alors, comment voir que justement ce manque d'azote? Bien, c'est facile à repérer parce qu'on constate un retard de croissance et un jaunissement des feuilles. Si vos feuilles jaunissent, là, elles sont belles, tout d'un coup, elles jaunissent et puis vous venez mettre du paillis, c'est parce qu'il y a un manque. N'affecte pas la vie de la rhizosphère des bactéries des champignons. Donc, ça, c'est parfait. Et puis, si c'est des fabacées... Donc, ça, c'est des fèves, des haricots. Les haricots, les fèves, ainsi que l'argousier, il n'y a pas de fin d'azote parce qu'ils fixent l'azote du sol, donc ils n'ont pas de problème de fin d'azote. Ils fixent l'azote de l'air? De l'air, pardon, de l'air, excuse-moi. Ces plantes-là vont chercher l'azote dans l'air, contrairement aux autres plantes qui en sont incapables. Ça. Mais si elles ont suffisamment de nodules pour pouvoir le fixer, là, c'est des azotobactères. C'est un peu compliqué, là, mais avec ça, en général, les fins d'azote sont moins importantes. OK. Dans le cas des fèves, des haricots, puis tout ça. OK. Alors, comment prévenir le manque d'azote? Alors, on prévient le manque d'azote en apportant de l'azote au sol sous forme de compost ou de fertilisant naturel avant d'installer le paillis. Ah, c'est ça. Au moment de la préparation, si vous savez que vous allez mettre du paillis, vous allez augmenter légèrement vos apports de compost ou de fertilisant naturel, notamment les fertilisants naturels riches en azote, OK, pour compenser cette fin d'azote. OK? L'azote va prendre, le paillis va prendre une certaine quantité d'azote pour se transformer, mais celui qui est déjà en nitrate, OK, il va être rapidement utilisé. OK, donc là, vous ne le verrez pas, il n'y aura pas de fin d'azote. Fait que tu le préviens de cette façon-là. On évite d'utiliser des matières organiques fraîches, surtout si celles-ci sont très carbonées. OK, donc si vous avez des bois ramels fragmentés, des copeaux de bois, des feuilles ou des choses comme ça, ben on va faire ce qu'on appelle un pré-compostage. Vous allez les laisser en tas. OK, puis là, l'azote va faire son travail. Puis là, la fin d'azote va être passée dans le tas. Et là, vous pouvez l'utiliser. Là, c'est récupérable. C'est-à-dire, quand tu prends ton bois raméal, puis tu fais pré-composter, comme tu l'expliques, il va commencer à tourner en ammoniac. Il fait le cycle jusqu'au nitrate. C'est ça, ça dure quelques semaines, là, c'est pas très long. Donc, si vous avez des matières brunes, bon, les feuilles sèches que vous avez récoltées à l'automne, elles sont déjà, là, la fin d'azote est déjà passée. Oui. Il n'y aura pas de fin d'azote. C'est-à-dire que tu plonges dans ton composteur pour comprendre dans ta tête, là, comment ça fonctionne. C'est ça. Oui. Puis on évite d'installer un paillis au tout début du printemps, à une période où les plantes sont avides d'azote, on privilégie la fin du printemps. Qui est le milieu du printemps, la fin du printemps. Ça dépend comment on le joue. Là. Moi, je le mets un petit peu plus tôt, mais je suis habitué. Là, ton azote? C'est parce que je compense mon potentiel fin d'azote, parce qu'on peut aussi le compenser par des apports d'azote sous forme d'engrais liquide. Oui. Okay, donc, quand j'installe mon paillis, 2 semaines plus tard, je fais un petit arrosage avec un produit d'azote. J'utilise un engrais tout usage, là, avec du frasse et des algues marines. Donc, je viens compenser au pied de la plante. Je n'arrose pas ma plante-bande, j'arrose le pied des plantes. Le pied des plantes que je viens de planter. Ça s'appelle vraiment secret de jardinier. Puis chacun peut avoir son dosage. C'est ça. Mais là, je viens compenser pour être sûr, mais j'ai jamais... Je regarde mes plantes, puis j'ai jamais de fin d'azote. Mes plantes sont vertes. Là. Elles ne manquent pas d'azote. Elles ne manquent pas d'azote. Il y a certaines années, elles manquent de chaleur comme l'année dernière. Cette année,
on n'a pas de problème. On a des jardins magnifiques. Jusqu'à maintenant, on se croise les doigts. Ouais. Alors, les sources de paillis. Bon, c'est justement le C sur N dont on parlait. Donc, les C sur N qui Carbone, sont bas sur azote. Donc, les C sur N qui sont bas où il y a beaucoup d'azote, peu de carbone, c'est les engrais verts hachés. Hein, on a déjà parlé des engrais verts. Vous irez écouter l'émission. Les résidus de culture, les plantes spontanées non montées en graines, puis les restes de cuisine. Donc, ça, c'est très azoté. Puis les rognures de gazon. Okay, les rognures de gazon, c'est la même chose. Si vous mettez des rognures de gazon directement dans votre potager sans les mélanger avec d'autres choses, vous risquez des fins d'azote. Là. Oui, parce que même, c'est pas même s'il y a encore... de l'azote, il va y avoir un manque d'azote. Ça va être très court, ouais. mais il risque d'avoir une petite fin d'azote. Très courte, là, mais ça risque ça. Les paillis dits équilibrés. On dit équilibré parce qu'aujourd'hui, là, c'est ça, les paillis équilibrés. Le fumier non composté, les feuilles et tiges de plantes herbacées hachées, les composts et le bois raméal fragmenté. Et les paillis carbonés, c'est la paille, les feuilles mortes, le foin, la sciure de bois, les copeaux de bois, les paillis d'écorce de conifères, les paillis colorés, puis les cartons non cirés, puis le papier journal. Ça, c'est carboné. Carboné, c'est oui, ça. c'est du carbone. Okay, dit équilibré, du fumier non composté, tu mets pas ça pur, là. Non, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser du fumier non composté en paillis, là, ben, la fin d'azote va être moyenne, là, OK? Des tiges de plantes herbacées hachées aussi, là, et un compost. Donc, c'est équilibré. En général, la fin d'azote est moins forte. La fin d'azote est plus forte, là, avec tous les paillis carbonés, la paille, les feuilles, le foin, ainsi de suite. Là, tu risques un manque. C'est ça. Alors là, j'ai vu passer quelque chose l'autre jour, quelqu'un qui dit « Ouais, mais en agriculture... » Oui, en agriculture, c'est différent. On risque une fin d'azote en mettant un paillis sur une culture de direct. Mais comme nous, en bon jardinier bio, on utilise du compost puis on utilise des engrais, on compense cette fin d'azote-là par ce système-là. Et donc, la fin d'azote... Des fois, la fin d'azote est tellement basse que vous ne la voyez même pas, là, mais tant que vous voyez que vos plantes... Puis si jamais vous voyez que vous avez une fin d'azote puis que vous sortez votre engrais liquide, OK, puis vous arrosez avec un engrais liquide où il y a un petit peu où il y a de l'azote. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Je pense qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, le paillage, les paillis, les différents paillis. Alors, les conditions préalables pour l'installation d'un paillis. Donc, sur un sol amendé convenablement, bien amendé, OK? Donc, on revient toujours avec le problème de la fin d'azote. Donc, s'il est bien amendé, on va réduire ce problème-là. Et humide. Donc, on ne met pas du paillis sur un sol sec. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le paillis, lui, il va venir pomper, le paillis va venir pomper même l'humidité. Donc, on arrose avant de mettre du paillis. OK, et le paillis est lui-même humide. Alors, il y a des cas particuliers, comme quand vous achetez une botte de paille, la paille n'est pas humide. Tout simplement, ce que vous faites, vous mettez la paille et après ça, vous arrosez la paille pour être sûr qu'elle est bien humide. Mais c'est fou, hein? Mais au moins, quand tu le fais, tu le sais. Oui, tu sais pourquoi. Tu sais, on l'arrose, oui. Ça va garder l'humidité du sol, oui, mais... Puis donc là, on joue un peu avec ça. Et si on voit, par exemple, il y a des périodes chaudes au printemps, ça arrive, on a des printemps où il fait 30 degrés au mois de mai, là, bien là, on va faire attention d'arroser la paille un petit peu plus souvent pour être sûr. Moi, j'ai un système d'irrigation automatique dans le potager, là.
un petit truc maison, mais au printemps, je ne l'utilise pas tellement. J'utilise beaucoup ma hausse, le tuyau, puis mon pistolet pour arroser sûr. parce que je viens compléter là aux bonnes places pour être sûr de bien arroser. Donc, ou même des fois, c'est l'arrosoir à main, là, pour des petites... tu sais, je vois qu'il y a un petit endroit qui est sec, là, je viens arroser, là. Oui. Mais une fois que les plantes ont fait suffisamment de racines, là, c'est plus facile. Ben parce qu'elles vont chercher en profondeur, c'est ça. Alors, Là-dessus aussi, là, j'ai l'humidité, l'humidité ne vont pas chercher en profondeur. Hey. Moi, là, quand j'entends qu'il faut arroser longtemps dans les potagers pour arroser en profondeur, excusez-moi, là, mais des racines de tomates, ça descend pas à 4 pieds de profond dans un été, là. Nos étés sont mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois, là. Puis au bout de 5 mois, vos racines, là, elles n'ont pas descendu à 50 pieds. Pour les arbres, oui. Pour les plantes ligneuses, les vivaces, oui. Mais pour les plantes annuelles, là, excusez-moi, mais... Ça n'a pas besoin d'autant d'eau. Mais les racines ne vont pas descendre. Ça prend du temps pour les racines de descendre. Là, fait qu'il ne faut pas charrier. Là. Bon. Donc, on n'a pas besoin d'autant arroser qu'on le pense. Non. C'est ça? Arroser en profondeur. On peut arroser, mais en profondeur. Puis le paillis va aider à contrôler. À garder ton humidité. Bon, maintenant, sur quelle épaisseur, parce que ça aussi, c'est une question. Alors, sur quelle épaisseur de paillis on met du paillis? 2 pouces, 6 pouces? Je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend du stade de culture, du type de paillis azotéo-carbonique, du climat, de la saison, du type de plante, herbacée ou ligneuse, ou vivace et annuelle, ainsi que de l'attente du jardinier. Donc, ça dépend. Ça dépend. Hein? C'est vraiment une réponse de Normand. Alors, il y a une règle, on va vous quand même vous donner une règle générale. Merci. Donc, les plants de moins de 20 cm de haut, on fait une couche de 1 à 2 cm. Ce qui est même pas un pouce. C'est ça. Et pour les plantes qui font plus de 20 cm, on met 3 à 4 pouces d'épaisseur, environ 1 pouce. On n'en met pas beaucoup dans le potager. Ce n'est pas les plates-bandes. Là. Faites attention, ce n'est pas les plates-bandes. Là. C'est dans le potager. Là. Donc, c'est pour contrôler les mauvaises herbes, blablabla, tout ce qu'on a dit. Mais on n'en met pas une grosse épaisseur parce qu'on va se retrouver avec un problème quand on va vouloir l'enlever pour repréparer au printemps suivant. Fait que 20 cm, admettons que ta plante a 20 cm de haut. À maturité. À maturité, tu vas mettre une couche de 3 à 4 cm d'épaisseur. Ouais, c'est-à-dire... 1 pouce, à peu près. Ah non, c'est plus que ça. 4 cm? Ben, 3 cm, c'est 1 pouce, non? C'est un peu plus. 2,5 cm, c'est 1 pouce. 1 pouce, donc 1 pouce et demi, 2 pouces. Là. C'est ça. Donc, c'est pas énorme, là. Par exemple, pour les arbres fruitiers, pour les paillis fins, on va mettre 8 cm d'épaisseur, mais pour les paillis de grosse taille, on va mettre jusqu'à 15 cm d'épaisseur. 6 pouces. 6 pouces. Oui. Là, c'est plus important parce que là, on va en mettre une fois, puis on ne va pas l'enlever, là. OK? On ne va pas venir l'enlever. OK? Donc, à ce moment-là, on va juste le tasser un peu si on veut mettre de l'engrais, mais pour les fruitiers, tous les ligneux, puis même on pourrait le dire pour les vivaces aussi, on peut mettre plus épais. Là. Mais dans le potager, on met moins épais parce que va falloir qu'on l'enlève, ça ne donne rien Donc, il y a une partie qui est décomposée, mais quand on l'enlève, on va le réutiliser. Là. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas quoi, vous voulez remettre du paillis neuf à tous les ans, ce qui est possible. Oui. OK? Prenez votre paillis puis mettez-le dans votre compost. Bien, c'est ça, tu le jettes pas. Tu le jettes pas. Tu le jettes pas. Ou tu le laisses composter sur place. J'ai une partie de mes comment ça s'appelle, de ma paille que j'utilise, parce que moi, j'utilise la paille pour les tomates. Mm-hmm. La paille que j'ai utilisée cette année va faire les allées l'année d'après. OK. Fait que tu leur donnes deux travaux sur 2 ans. Ouais, peut-être même 3 ans. Puis la 3e année, ben, c'est composté. C'est ça. C'est rentré dans le sol. C'est ça. Correct. Et puis, on dispose le paillis de quelle façon? C'est-à-dire, est-ce qu'on en met jusqu'aux tiges? Non. Est-ce qu'on en... Bon, OK. On peut étouffer des plantes avec du paillis. OK, ça paraît drôle, là. OK, du paillis uniquement organique. Hein? Uniquement? Organique. OK, donc, il y a des risques de pourriture du collet. Donc, on va... ça peut aussi encourager l'apparition de rejet du porte-greffe au point de greffe, OK, quand c'est des plantes greffées. Donc, on laisse un cercle de 2 à 3 cm de diamètre autour des plantes annuelles et une bordure de 10 à 15 cm autour des arbres et arbustes fruitiers. Parce que si ça touche, ça peut faire des séquelles, ça peut pourrir, ça peut faire l'humidité. Donc, on fait vraiment un tour autour. On ne met jamais du paillis 100%. Là. Je vous dirais que ça dépend toujours un peu. Le paillis de paille autour des comment ça s'appelle, des tomates, là, si vous n'en mettez pas très épais, c'est pas très grave que ça touche un peu, mais en général, on le fait. Pour les vivaces, c'est important de bien de faire un bon, parce que notamment les vivaces qui vont
et qui vont drageonner, là. Oui, OK? oui. Donc, ils vont faire ils vont grossir. Faut que tu laisses de la place. Il faut laisser un peu de place pour Ben qu'ils oui. puissent drageonner, là. Bien sûr, Au bien fur et à sûr. mesure. Donc, au fur et à mesure, si vous rajoutez du pays dans vos plates-bandes, ben, vous augmentez la grandeur parce que je pense au Hosta, par exemple, la Hosta grossit, et à ce moment-là, Fait que la circonférence la de ce que circonférence tu libères augmente. autour OK? de la plante. C'est pas 2 cm du centre, c'est 2 cm de la circonférence, autour de la circonférence. OK, puis à quel moment on installe le paillis? Alors, pour les semis directs au potager, quand les plantules ont atteint 15 à 20 cm de haut ou après l'éclaircissage, dépendant de ce qu'on met. Pour les jeunes plantes, avant ou après la plantation, suivant le type, moi, je fais toujours après la plantation. Je trouve que c'est plus facile. Oui. OK? Oh, et tu travailles librement sans paillis. Sans là. paillis, puis après ça, je le fais. Mhm. Et puis pour les arbres et les arbustes, ben, c'est toujours après la plantation. Immédiatement pour garder l'humidité. Oui, C'est ça mais l'idée. on peut aussi attendre une ou deux semaines pour l'arrosage, pour le suivi avec la cuvette d'arrosage. Mais on peut le mettre tout de suite après la plantation aussi, là, OK. dépendant de comment est-ce que c'est organisé. Mais tu vérifies certainement plus. On voit ça souvent dans les municipalités. Ils vont faire du paillis, mais c'est pas arrosé. Ils vont mettre du paillis. Oui, c'est ça. Ils libèrent un peu autour du tronc. Ben maintenant, puis c'est sec. Ouais, mais maintenant, les contrats de vente de plantation d'arbustes sont avec arrosage. Je connais une entreprise dans la région. Là, Ils arrosent qu'ils viennent de planter. ils arrosent, Hey, c'est une bonne ils idée, arrosent, ça. ils viennent de planter. J'ai visité l'entreprise, puis ils ont quatre camions qui tournent continuellement pour arroser. Ben Là. oui, les 2 premières années, c'est très important. Au moins la première année, là, Oui. les arbres sont... Maintenant, avant, ça ne se faisait pas. Parce qu'on demandait ça aux villes, puis les villes ne le faisaient pas. Là, les municipalités l'oubliaient ou quoi que ce soit. Ils perdent leur plan. Ils perdaient leur plan. Fait que là, ça posait des problèmes de garantie. C'était la responsabilité de qui? Puis maintenant, les contrats, c'est arrosage compris. C'est une Par très bonne l'entreprise. idée. Donc, là, l'entrepreneur qui fait ses plantations, lui, il a tout intérêt à mettre un système pour arroser pour ne pas replanter l'année d'après. Mais non. Un arbre, ça coûte... un arbre planté dans une ville, ça coûte entre 1000 et 2000 piastres. Parce qu'il faut passer au-dessus des autos, c'est compliqué. Là, puis il faut déplacer du monde dans les rues et tout ça. Puis non seulement ça, le temps que l'arbre commence à se développer et à être transplantable. C'est ça. Il y a du temps. Là. Ben oui, c'est hébergé en quelque part là, pendant ce temps-là. OK, à quel rythme on renouvelle le paillis? Ben, tout dépend de la vitesse de dégradation. Hein. Si vous avez mettez un paillis avec beaucoup de matière organique verte, il va se décomposer très rapidement. Le gazon, ça se décompose en quelques jours. Si vous mettez du plus carboné, là, du brun, ben là, il va prendre plus de temps. Le bois raméal fragmenté, le vrai bois raméal fragmenté, c'est beaucoup plus long. C'est quoi le vrai bois raméal? C'est des petites branches, c'est des branches de moins de, je ne sais plus quelle épaisseur, qui sont coupées au printemps sur des arbres feuillus. Ce qui est du bois déchiqueté, là, OK? Ça, c'est pas du bois raméal fragmenté parce que c'est du bois ligneux, puis c'est pas la même chose, OK? Ça sert à autre chose? Le BRF, les vraies propriétés du BRF, c'est différent du bois, du bois, là, je n'entrerai pas dans les détails, là, que le bois déchiqueté, là. OK, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK. Donc, les plantes ligneuses, vivaces ou herbacées, on fait une vérification une fois par année, en général au printemps ou à l'automne. Et puis, les plantes annuelles, on vérifie au cours de l'été si on juge qu'il y a un nouvel apport nécessaire. Là, donc, ça se fait au cours de l'été pour les plantes annuelles si on décide d'en mettre. Si on décide d'en mettre. Je sais que tu es moins favorable à ça. Ça donne des petites touches de couleur, puis les gens aiment quand même ça. C'est ça. Mais c'est ça, il n'y a pas d'impact à long terme. Puis, je vais revenir, petit détail. Le fameux paillis coloré. Oui. OK, je vais revenir sur deux détails. Le paillis coloré. On nous dit que c'est du produit naturel. Le problème qu'on a, c'est qu'on est incapable de savoir c'est quel produit naturel. Bon, OK, paillis coloré, tu en as du noir, du tu en as du rouge. Ouais. Mais ça, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Okay. Parce que j'ai écrit à la compagnie puis jamais eu de réponse. Bon. Donc, je ne sais pas c'est quoi le produit naturel qui est dedans. Fait que tu pourrais avoir n'importe quoi. OK. Oui. Ouais. Puis donc, dans les plates-bandes, ça ne pose pas trop de problèmes, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Et pour le paillis les paillis dans le potager, le paillis de cèdre est à proscrire. Dans le bois du cèdre, il y a des répulsifs. Et notamment si on prend dans l'écorce aussi, il y a une partie de répulsif, donc qui risque d'être dommageable. C'est pas les grosses quantités là, mais dommageable à la vie du sol sur le dessus. Pourquoi se compliquer la vie à mettre quelque chose qui n'est pas intéressant?
OK? Donc, le Mais paillis... qui sent bon? Les gens vont le faire parce Ouais. que ça sent bon. Mais vous pouvez le mettre Oui. dans vos plates-bandes, j'ai pas de Autour, problème. c'est ça. Dans les plates-bandes de fleurs, dans les plates-bandes d'arbustes, Mais c'est ça, là, j'ai mangé. pas de problème. Moi, je l'aime pas parce que je n'aime pas la couleur. Là. Toi non plus, tu n'aimes pas le gris. Là. Donc, je l'aime pas, le paillis de cèdre. Moi, je prends du paillis de pruche. Mais je ne mets pas de paillis de conifères, notamment de paillis de cèdre, dans mon potager. Oubliez ça, c'est pas une bonne idée. Tu vas altérer la qualité, La qualité de ta ta terre. terre parce que le cèdre étant répulsif. Hein, vous pensez, Comme par un exemple... herbicide? Ben, répulsif, herbicide? Non, répulsif, Oui, OK. des insectes. Des insectes. Ah, donc tu altères la vie Pourquoi est-ce que tu mettais tes manteaux de fourrure dans des coffres de cèdre. chez les coffres de C'est un cèdre? répulsif, c'est Un raison. Mais oui, répulsif, mais oui. OK? Mais oui. On mettait ça dans les coffres de cèdre, puis c'était un répulsif. Ouais. Il y avait même dans les maisons, il y avait même des armoires en cèdre, des armoires fermées en cèdre, où on rangeait tout ce qui pouvait être attaqué par les mites et tout ça. C'est ça. OK, parce que il y a une partie qui est répulsive. Alors, c'est pas énorme, là, c'est pas un catastrophe, là, mais c'est à éviter. Parfait, c'est très clair. Et puis maintenant, le paillage, est-ce que c'est une technique qui est incontournable? Non. Ça, je sais que tu travailles beaucoup avec ça, puis je comprends, ça, c'est bien, Non, mais ce n'est pas incontournable. c'est OK. le choix du jardinier. OK? Oui. Dis-moi pas, il faut, là. Il n'y a pas il faut. Non. Vous décidez d'en mettre, vous décidez de pas en mettre. OK? C'est fortement recommandé pour les plantes ligneuses et les herbacées vivaces. OK? Ça, c'est sûr. La situation est plus souple pour les plantes herbacées annuelles, donc dans le potager, en général. Ça, c'est au jardinier de décider ou de ne pas de pailler en prenant compte de tous les paramètres. Par exemple, je vais pailler mes tomates. Je vais pailler, mes tomates. Mais je vais pailler mes tomates. C'est tout ce que je paille en réalité. Le reste, je ne le paille pas. Non. Et moi, je préfère ne pas pailler. Là, c'est mon truc. Tu vois, dans les haricots, la culture d'haricots, je le ferais parce que les feuilles, quand elles touchent au sol, il y a beaucoup d'humidité, elles vont pourrir facilement. Ouais, Ça, on pourrait le tester. Ça, on pourrait le tester, Ouais. mais bon, Sur des- oui, il faudrait trouver de la paille, là. Pour éviter un contact avec le sol, Ouais, mais en c'est général, ça. tu pailles Mais tout ce qui que les est tomates. carottes, betterave, j'en mets pas. Non. Choux, j'en mets pas. J'en mets pas. Tu sais, moi, j'aime bien que le sol soit un petit peu aéré. Il y a des avantages au paillis, là. Les tomates, j'en mets parce que c'est vraiment, contre les maladies, c'est vraiment parfait, là. Mais c'est parce que c'est surtout qu'il faut que je l'enlève, le paillis, à la fin de la saison. Fait que ça m'énerve un peu, donc j'en mets pas. Et puis, donc, c'est particulièrement mon cas. Moi, je cultive de manière bio-intensive. Et donc, je peux me passer de paillis aussi. Je n'ai pas besoin de remettre du paillis à tous les ans parce que Il y a moins d'évaporation. très rapidement, ce qui va se passer, c'est que au début de saison, il va y avoir des éclaboussures, mais très rapidement, au bout de quelques semaines à un mois, les plantes vont recouvrir complètement le sol, puis là, j'aurai plus de problème. Là. Ça l'explique bien, c'est mécanique. Tu regardes aujourd'hui les courgettes, là, les courgettes qui sont début juin. En début juin, les courgettes sont pas grosses, mais dans un mois, là, elles vont avoir pris toute la place. Là, donc, j'ai pas besoin de mettre le paillis. Ça ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une question de choix, le paillis. Uniquement organique, je rappelle. Hein, et c'est pour aider le jardinier. C'est pour aider le jardinier, mais c'est pas il faut mettre du paillis. On peut mettre du paillis, puis on peut ne pas en mettre. Ça peut aider, ça peut faciliter les opérations. Comme moi, quand vous avez une tolérance importante aux herbes spontanées. Qui cette année, d'ailleurs, mes herbes spontanées, tu sais quoi, mes plus grosses herbes spontanées cette année? Non. Ce sont des tomates. Ah ben oui, ça pousse tout seul dans le compost. Oui, ça poussait on les a mis dans le compost, hein, parce qu'on met on les enlève, hein, bizarrement. C'est ça, parce que nous, on enlève les graines pour faire les conserves, parce que t'es plutôt un petit peu allergique aux graines de tomates. Et donc, on se retrouve avec, on met ça dans le compost, parce qu'on va pas quand même jeter des belles graines de même. Fait que là, dans mon compost, ça pousse partout. Donc, mes mauvaises herbes cette année, entre guillemets, mes mauvaises herbes, c'est des tomates. Alors, est-ce que les mauvaises herbes sont des tomates? Je vous laisse répondre à la question. Réfléchir sur la question philosophique. Alors, pour plus d'informations, vous allez sur radiolégumes.com. Vous avez accès à toute la banque de balado. Hein, il y en a 130, ça, c'est la 130e balado. Un gros merci à Bionic et à Xavier Gervais-Dumont et à son frère Charles pour l'assistance technique et la musique. Allez, jardinez, soyez heureux. Et on se retrouve en quelque part sur Internet. À la prochaine. À la prochaine.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.